Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Panier. J'ai l'immense plaisir de recevoir Antoine Janin, qui est le cofondateur avec son frère Renaud et son papa Hubert de Boarding Ring, qui produit Boarding Glasses. Ce sont des lunettes qui permettent de lutter contre le mal des transports. C'est juste. Laurent. Exactement. Très heureux de te recevoir. Cet épisode est filmé et si vous voulez me voir avec ces lunettes, eh bien vous pouvez vous rendre sur YouTube, sur mon compte, vous recherchez de toute façon le panier Boarding Glasses et vous me verrez porter ces lunettes. Explique-moi un peu le produit. Le principe du mal des transports, c'est qu'on est enfermé dans un véhicule qui bouge. Donc l'œil ne voit pas le mouvement dans lequel il est embarqué. En revanche, l'oreille interne, donc le sens de l'équilibre, va capter ces accélérations. Ça crée ce qu'on appelle un conflit sensoriel. Le cerveau ne sait pas trop gérer ça et donc on finit par être malade. Donc pour éviter ça, ce qu'il faut, c'est redonner à l'œil une référence de mouvement. Et on fait ça grâce au liquide bleu qui est contenu dans nos lunettes, qui va réagir au mouvement du bateau, créer un horizon artificiel de telle manière à ce que l'œil a en permanence une référence de mouvement qui lui permet de se repérer dans l'espace et donc qui le remet en cohérence avec les perceptions de l'oreille interne. Donc on supprime le conflit sensoriel et donc le mal des transports. Excellent. Tu es habitué des caméras. Ça fait partie des sujets qu'on abordera parce que vous êtes passé dans Qui veut être mon associé. Tu me raconteras ton expérience. C'était en début d'année 2023, donc il y a un an. On parlera du mal des transports, effectivement, tu nous expliqueras qui, quoi, comment, quelle part de la population. On parlera de la genèse et de l'histoire et de comment ton papa inventeur et puis toi ta carrière, parce que tu as été sportif de haut niveau dans le judo. On en parlera aussi comment tout ça est arrivé comment ça s'est inscrit dans ton histoire. On parlera des différents canaux de distribution que vous avez mis en place, des partenariats, parce que vous avez fait un partenariat avec Citroën il y a quelques années, qui a fait un énorme buzz. On parlera du CES. À l'heure où on enregistre, là, début janvier, c'est justement il y a le salon qui est en cours. Vous y êtes passé en 2018, en 2019, pas sur Boarding Glasses, mais sur Boarding VAR, qui parle de réalité augmentée, de Virtual Augmented Reality, c'est ça qui s'appelle Cinétique depuis, Cinétique VR, mais effectivement ça s'appelait Boarding VAR à l'époque. S2enetic.com, tu nous en parleras. Et puis de distribution, je l'ai dit, ça nous fait un beau programme. Un immense merci à Colombe des Petits Papiers, qui est votre agence PR. Exactement. Depuis quand ? Depuis une année maintenant. Okay. On s'est rencontrés par l'intermédiaire de Charlie de Morphée, okay. Que j'avais contacté par ailleurs pour avoir un peu des conseils sur la distribution. Et c'est lui qui m'a gentiment mis en relation avec Colombe et depuis ça se passe très bien au niveau accompagnement média. Cool. Sportif de haut niveau dans le judo, ça veut dire quoi sportif de haut niveau ? Enfin, si on va sur ton LinkedIn, on pourra le voir que tu as été 3 fois champion de France. 3 fois champion de France. Il y a différentes catégories ? Il y a différentes catégories de poids. Il y a 7 catégories de poids. 7 catégories. Ouais, tout à fait. Donc il y a 7 champions de France. Il y a 7 champions de France chaque année. Okay. Chez les garçons et pareil chez les filles. Sportif de haut niveau dans le judo, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on s'entraîne 2 fois par jour. Le reste du temps, on se repose et on mange pour récupérer. Qu'on se déplace beaucoup pour aller faire des compétitions, des stages. En judo, tu progresses en t'entraînant avec plus fort que toi. Donc il faut aller chercher les meilleurs. Ils sont très souvent au Japon. Et puis, Attends, juste, c'est intéressant ce que tu viens de dire. C'est ouais. au contact des meilleurs qu'on progresse. Exactement. C'est la raison aussi pour laquelle je suis monté à Paris. Parce que tu es de Toulon, je ne l'ai pas dit, je crois. Mais j'ai grandi à Toulon et c'est la raison pour laquelle je suis monté à Paris après le bac. Et pour progresser au judo parce que les meilleurs sont à Paris. Et donc, En parallèle d'études, parce que tu avais fait un deal avec tes parents qui était OK, je veux bien. Enfin, ils t'ont dit OK, on veut bien que tu fasses du judo, mais tu fais des études ? Voilà, tu peux monter à Paris, mais tu continues tes études. Okay. Donc j'ai fait effectivement une école d'ingénieur en parallèle de cet entraînement assez intensif. Et une fois le diplôme en poche, je me suis concentré sur cette carrière sportive, puisque une carrière de sportif est assez courte dans le temps. Et quand on s'approche de la trentaine, en général, ça s'approche de la fin, quoi. Et t'as quel âge quand t'as arrêté ? J'avais 2015, j'avais 31 ans, 32 ans. Ouais. Ok. On en vit ? Tu en vivais ? J'en ai vécu à la fin de ma carrière, quand j'ai justement commencé à avoir des bons résultats, champion de France, etc. C'est pas un sport professionnel au même titre que peut l'être le rugby, le hand, le foot. Mais voilà, les meilleurs arrivent à avoir une rémunération correcte pour ne faire que ça et se concentrer à juste plein temps. Champion de France, ça gagne combien ?
Il n'y a pas vraiment de grille tarifaire. Moi, j'ai pu gagner jusqu'à 2 000 € par mois grâce à cette activité. Donc, ça permet à Paris de se concentrer uniquement sur ça sans aller chercher à gagner d'argent ailleurs. C'est pas, on vit pas dans l'opulence, mais c'est suffisant. Et c'est quoi pardon, je suis désolé pour cet aparté, mais chers auditrices, chers auditeurs, mais je suis curieux. C'est du salaire? Ouais, c'est du salaire, c'est ton club qui te paye. Le club qui te paye comme la fédération complète aussi. Après, ça dépend de ton niveau. Si tu as beaucoup de médailles internationales sur des championnats d'Europe, des championnats du monde, ça va être plus la fédération qui va te payer que le club. Les choses changent, se structurent. J'ai vu que le nouveau président de la fédération de judo essaie de faire en sorte que les meilleurs athlètes puissent justement vivre décemment et de manière pérenne dans le temps, parce que si tu as une blessure de 6 mois et que ton club décide de plus te payer, ça devient gênant. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui se mettent en place. Ça se structure, ce ne sera jamais aussi télévisuel que peut l'être le foot, le rugby, les grands sports qui passent à la télé, le tennis. Donc on n'aura jamais de retombées médiatiques et donc de droits télé aussi importants. Oui, ensuite tu as des stars, j'imagine, qui œuvrent pour le... Enfin, exactement. Teddy Riner, il y a un avant et un après sur l'intérêt médiatique au judo, non ? Exactement. Mais donc médaillé de France... champion de France, 3 fois, c'est 2 000 € à peu près. À l'époque, ouais, ça a peut-être changé depuis, je sais pas. On ne devient pas millionnaire. Non, on ne devient pas millionnaire. Bon, tu fais des études d'ingé, puis un IAE, donc plutôt business à Paris. Tu as un stage, mais ensuite tu as bossé chez Accenture, ensuite 5 ans de sport. Et ton papa, Hubert, invente ses lunettes. Voilà. Raconte-moi un peu le commencement, d'où il vient, pourquoi il fait ça. Alors, l'histoire pourrait être très longue, donc je vais la faire vraiment condensée. Mon père, c'est une personne qui a eu un parcours très, très atypique, qui voulait être prof de philo à la base. Donc, il a fait beaucoup de philosophie, mais c'était toujours de la philosophie appliquée aux sciences cognitives. C'était quand même quelque chose de très physique. Et par la suite, il n'est pas allé au bout de ce parcours pour devenir prof, et il a monté beaucoup de business qui ont parfois marché, parfois moins bien marché. Un business qui a bien marché, c'était dans l'optique. Il a été le premier à vendre des lunettes de dépannage, tu sais, dans les pharmacies. Et donc ça a bien marché. Et suite à ça, il a vendu aussi des loupes pour les chirurgiens dentistes. Donc il a eu une connaissance assez fine de l'optique, du marché de l'optique, mais aussi du fonctionnement de l'œil, etc. Et quand il s'est rendu compte que l'œil entrait dans le mécanisme du mal des transports et que c'était une mauvaise cohérence d'essence entre l'œil et l'oreille interne qui créait le mal des transports, il s'est dit il faut qu'on réfléchisse à une solution plus correcte que uniquement des médicaments qui vont complètement assommer ou des choses qui sont pour le moins ésotériques, comme peuvent l'être le sparadrap sur le nombril ou de l'homéopathie. Le sparadrap sur le nombril. Voilà, ouais, j'ai pas connu ça. Il y en a qui font ça. C'est purement du placebo. C'est très bien pour les gens chez qui ça marche, puisque ça coûte pas cher et tu risques pas grand-chose. En revanche, ça marche pas chez tout le monde et ça marche pas dans toutes les conditions. Donc, il a réfléchi à comment remettre en cohérence l'œil avec l'oreille interne. Et voilà, à force de discuter avec les spécialistes du sujet, il est arrivé à des prototypes de lunettes qu'on a testés, qui marchait bien, et ensuite on a décidé de lancer la boîte en 2015. Alors je te propose de faire une pause là pour diguer un peu ce sujet du mal des transports. Tu l'as expliqué tout à l'heure, je vais le redire avec mes termes pour être sûr d'avoir bien compris, mais c'est quand en gros le corps ne ressent pas les sensations qu'il voit ou voit des choses qu'il ne ressent pas. Exactement. C'est ça. Et ça se traduit bien, on en parlera, on fera un crochet par là tout à l'heure, mais si vous avez, chers auditrices, chers auditeurs, déjà essayé les casques de VR, de réalité augmentée, réalité virtuelle, pardon, sur ce jeu là de montagne russe, où vraiment au bout de 2 secondes on a la gerbe, parce que on est censé ressentir des choses mais on ne les ressent pas, et le corps du coup se dit mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. C'est ça? L'œil voit un mouvement que le corps ne ressent pas, et le cerveau ne comprend rien. Qui est victime du mal des transports? Principalement, quelle part de la population? Basiquement, tout le monde peut être malade. Il y a des conditions dans lesquelles 99% des gens vont être malades. Quest. Voilà, le Quest, sur un bateau en pleine tempête. En revanche, la statistique la plus largement admise, c'est qu'environ 30% de la population est sensible au mal des transports, et que environ 5% de la population est sévèrement atteinte, c'est-à-dire systématiquement, dès qu'elle prend les transports,
ces personnes-là sont malades. 30% de la population pourrait être sujette au mal des transports, aux maux de transport, 5% de manière sévère. Voilà. Ok. Donc en gros, dans une voiture, si tu veux, il y a beaucoup de chances qu'une des 4 personnes dans la voiture soit malade. Donc il faut une paire de lunettes dans chaque voiture. Il faut une paire de lunettes dans chaque voiture. Mais ça, on va parler de distribution tout à l'heure. Voilà, il faut juste un partenariat avec tous les constructeurs. Voilà, exactement. Et pas seulement Citroën, dont on parlera. Donc 5% de la population a un mal sévère. Plutôt voiture, avion, bateau, tout. Est-ce que quand on peut avoir le mal des transports en voiture, mais pas en bateau? Oui, parce qu'il y a un gros phénomène. Déjà, il y a un aspect psychologique. Si on a peur du bateau, par exemple, on va être plus malade en bateau. Il y a des gens qui sont malades que en avion parce qu'ils ont peur de l'avion. C'est un facteur aggravant. En général, on est plus malade en bateau, parce que c'est là où ça bouge le plus. Ensuite, c'est la voiture, l'avion, le train. Le train, c'est ce qui bouge le moins, entre guillemets, donc c'est ce qui rend le moins malade. Mais encore une fois, il y a des gens qui sont malades que dans le TGV duplex en haut, parce que ça bouge un peu et qu'ils n'ont pas l'habitude. Ok, compris. Quels âges? Est-ce qu'il y a des âges où on est plus malade qu'à On est plus sensible quand on est enfant. Pourquoi? Parce que, en fait, alors il y a pas mal d'explications, mais la principale, c'est que les enfants, avant 10 ans, ont un champ visuel qui est assez réduit. Et donc, le champ visuel périphérique est beaucoup plus étroit que le nôtre. Et le champ visuel périphérique, c'est celui qui rentre en compte dans le mal des transports, dans la gestion de l'équilibre. Et donc, si on a moins d'informations, on a plus de chances de ne pas être cohérent entre l'œil et l'oreille interne. Et donc, on est plus facilement malade. D'autre part, les enfants sont souvent à l'arrière des voitures, dans des fauteuils qui sont confinants pour les protéger, mais c'est tout ce qu'il faut éviter pour le mal des transports. Donc voilà, il y a une incidence du mal des transports qui est très forte en dessous de 15 ans, qui atteint son maximum vers 10-12 ans. 10-12 ans, donc on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà. Et moi, j'ai mes gamines ont 6-8. Voilà, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Je pensais que ça allait déjà, tu vois, que c'était derrière nous. Après, il y a vraiment un phénomène d'habituation qui est très important, c'est-à-dire que si elles prennent régulièrement la voiture, au bout d'un moment, elles vont s'habituer. La plupart des personnes, ça se passe comme ça. Les marins, les grands marins, sont tous malades au début, et puis au fur et à mesure, ils s'habituent. C'est comme ça. Plus on est soumis au stimulus, ouais, c'est ça, c'est une éducation. Okay, le cerveau et le corps prennent... Il y a des médecins qui proposent des cures de rééducation vestibulaire. Donc, basiquement, on va te faire 10 séances où on va te rendre malade avec des mouvements de lumière qui vont dans tous les sens et un siège qui tourne dans tous les sens. Et donc, tu es malade pendant 1 heure, mais au bout de la 10e séance, tu es un peu moins malade. Ah, la torture. Ok. 30% de la population sujette, 5% de manière sévère, tous âges, mais un pic au début de l'adolescence, à 12 ans. Je te posais la question de l'IA tout à l'heure parce que je jouais encore ce week-end avec un Quest 2, donc qui est l'avant-dernier casque parce que le 3 est sorti de Meta, et j'ai refait ce truc en grand 8 là, en montagne russe, et même moi, je pensais justement ne pas être sujet, mais moi au bout de 2 secondes j'étais mal, j'ai réussi à aller jusqu'au bout, mais c'est vrai que ça fait bizarre. Est-ce que il peut y avoir une adaptation de boarding ring, des boarding glasses pour la réalité virtuelle? Absolument, et en fait, le mal des transports, le mal de la réalité virtuelle, ou le VR sickness en bon français, c'est une des 6 plus grosses barrières à l'adoption en masse de la technologie de la réalité virtuelle. Il y a des progrès à faire au niveau matériel, etc., mais le motion sickness, ça reste une barrière. Et tant qu'on n'aura pas réglé, il y aura des gens qui ne seront exclus d'office de cette expérience de réalité virtuelle. Donc nous, on a développé un système qui s'appelle Cinétique VR, qui a été primé, comme tu le disais, au CES de Las Vegas en 2019. Ouais, vous avez eu l'Innovation Award. Exactement. Encore une boîte française, comme il y en a beaucoup au CES, donc c'est super. Et donc, ce système, il consiste à ajouter à l'intérieur d'un casque des signaux lumineux qui sont animés uniquement quand on bouge la tête. Donc, ils affichent des mouvements qui sont cohérents avec les mouvements de la tête et indépendants de ce qui peut se passer sur l'écran principal. Donc, tu as un accéléromètre à l'intérieur? Tu as un accéléromètre à l'intérieur et un petit logiciel qui va commander, qui va piloter l'affichage de ces points pour permettre à l'œil d'avoir en permanence des références de mouvements qui sont cohérentes avec ce que perçoit l'oreille interne. Encore une fois, c'est toujours cette histoire de cohérence oreille interne-œil, et plus précisément vision périphérique. Et donc, on a réussi à développer un petit système comme ça qui donne de très bons résultats sur les tests qu'on a fait.
Oui, avec un enjeu qui est quand même important, c'est que les casques, il y en a beaucoup, ça évolue tous les 3 jours. Voilà. Développer un système qui puisse se greffer sur tous les casques risque d'être C'est chronophage fastidieux, c'est et dur, coûteux. c'est Ouais. dur à suivre pour une petite boîte comme nous. Ouais. C'est pour ça qu'on a développé une version software de cette technologie qui est en cours de test et qui donne des bons résultats aussi. Là, ce sera directement affiché sur l'écran principal du casque qu'on utilise. Donc en intégration sur les logiciels, les applications, les jeux. Soit le fournisseur de contenu fournit ce paramètre en même temps que son contenu, soit ça va être le constructeur de casque qui va intégrer ça dans les paramètres de son firmware. Ok, compris. Vous pouvez voir à quoi ça ressemble sur cinetic.com, S2ENETIC.com. Et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais Boarding Glasses, comme un boarding pass, donc BOARDING, collé, Glasses, GLA2SES. Je referme la parenthèse, je crois, sur le mal des transports, maintenant que j'ai compris un petit peu. Il n'y a pas de question d'emplacement du foie. Il y avait une légende qui disait ça à une époque, non? Non. Non. C'est juste le corps qui ressent Non, pas ce qu'il voit. En fait, il y a plein de... On va dire qu'il y a plein de facteurs aggravants. Ouais. Tu vois, on parle souvent de la règle des 4F, la faim, le froid, la frousse et la fatigue. Je connaissais pas. Ce sont des facteurs aggravants, mais c'est pas ça qui crée le mal des transports. Le mal des transports, on appelle ça la cinétose scientifiquement. C'est vraiment un conflit sensoriel, système vestibulaire, vision périphérique. Cinétose? Cinétose. Comment tu l'écris? C-I-N-E-T-O-S-E. Ah, c'est pardon, je suis bête. J'ai mis le mal des transports ou cinétose correspond à un ensemble de troubles qui surviennent lors d'un déplacement à bord d'un véhicule. Et la cybercinétose, c'est mal de la réalité virtuelle. Mal de la réalité virtuelle. Donc, maintenant qu'on referme cette parenthèse, Hubert, Janin, ton papa, après avoir fait pas mal après avoir réfléchi et fait pas mal de recherches, se dit qu'il y a un truc à jouer puisqu'il y a un lien entre l'œil, la vue et le mal des transports. Et il crée le premier prototype en 2015. Ouais, non, ça a commencé à arriver un peu dans son esprit au début des années 2000. C'est un truc qu'il a travaillé en parallèle de ses activités, mais c'était un long processus de maturation, de réflexion de la meilleure manière d'adresser ce problème. Et ensuite, effectivement, les premiers prototypes, il a commencé à les fabriquer aux alentours des années 2010. Et en 2015, on est arrivé avec une paire de lunettes qui ressemblait beaucoup à celle-ci. Donc, un objet déjà commercialisable. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de créer la société Boarding Ring et de tout de suite attaquer le marché. Cool. Alors, je le remontre. La caméra sera sur moi. Si vous êtes sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, vous pouvez le voir. Donc, il y a ce principe de double... Ce sont deux anneaux qui sont anneaux avec devant un les liquide à yeux l'intérieur. et sur les côtés parce qu'il y a besoin de deux directions différentes. Donc devant l'œil et sur les côtés et qui recrée une ligne d'horizon en fait, parce qu'ils sont toujours à l'horizontale. Un horizon artificiel, ouais. Ok. Alors ce qui est intéressant, ça je l'avais entendu, non c'est toi qui me l'as dit, donc je le répète, je m'approprie tes mots, mais ce qui est intéressant, si vous avez des enfants, vous le savez, chers auditrices, chers auditeurs, on leur donne en général une petite pilule ou un petit sirop une demi-heure avant de partir. Et puis ça n'empêche pas en plus le mal des transports. Là, ce que tu m'expliquais, c'est que si c'est pas un mal sévère, il suffit de les mettre au moment où on se sent pas bien pendant une dizaine de minutes pour que ça passe. Voilà. En général, quand on est sensible au mal des transports, on sait très bien détecter le moment où ça va commencer à arriver. On commence à avoir des sueurs froides, on bâille, on sent qu'il se passe quelque chose. C'est le moment de mettre les lunettes et on les garde tant qu'on en a besoin. Donc ça peut durer 10-15 minutes en moyenne, comme c'est ce qu'on observe chez la plupart des utilisateurs. Ça peut durer plus longtemps. Si on met un peu trop de temps à les mettre, ça va mettre plus de temps à disparaître. Mais on les garde tant qu'on en a besoin et quand ça va mieux, on les enlève, on les range dans leur petite boîte ou on les passe aux voisins s'ils commencent à se sentir mal. Pourquoi est-ce que tu décides de quitter ta carrière de sportif de haut niveau pour rejoindre ton père Ouais, en fait, c'est vraiment les planètes qui se sont alignées. Moi, j'étais moins compétitif. J'ai eu pas mal de blessures sur la fin, mais surtout, j'avais plus la motivation nécessaire à m'entraîner assez dur pour redevenir le numéro 1. Et donc, tout ça ont fait que je me suis dit, voilà, c'est peut-être le moment d'arrêter, de ne pas chercher à continuer pour continuer. Je me suis senti très privilégié d'avoir pu faire cette activité et d'avoir pu avoir cette expérience.
Et je commençais à être un peu curieux de la suite. Et quand tu n'avais pas envie de retourner chez Accenture, ou vous le verrez, chers auditrices, chers auditeurs, si vous allez sur LinkedIn, mais tu as passé quelques temps chez Accenture, par exemple. En fait... la grande entreprise, ça te disait plus? Non, voilà, la grande entreprise, c'est vraiment pas ce qui m'a attiré. En fait, pour la petite histoire, Accenture, c'est la boîte qui a racheté la petite entreprise qui s'appelait Axeria, chez laquelle j'ai travaillé pendant quelques temps. Je sais même plus si ça apparaît encore. Mais voilà, c'est une petite boîte qui a été absorbée par Accenture. Mais effectivement, sorti de l'autonomie totale dans laquelle j'étais pour ma carrière de sportif de haut niveau, je ne me voyais pas rentrer dans un grand groupe avec un chef qui me disait il faut faire plus comme ceci, plus comme cela, etc. Et je me suis vraiment senti attiré par l'entrepreneuriat qui ressemblait beaucoup à la gestion d'une carrière de sportif, surtout sport individuel, même si ça reste très collectif, puisque, encore une fois, pour être bon, il faut s'entraîner avec les meilleurs. Et est arrivé ce projet de lunettes porté par mon père, mais dans lequel j'ai forcément baigné, puisqu'on en parlait très régulièrement, qui est arrivé à peu près au moment où c'était la fin du judo pour moi, donc j'ai pas réfléchi longtemps avant de rejoindre l'aventure, ouais. Avec Renaud aussi. Avec Renaud qui aussi. vous a rejoint à peu près au même moment. Au même moment. Et Renaud, il vient d'où, lui? Renaud, il a une formation d'ingénieur, mais plus académique. C'était un peu. Non, il n'y a pas de problème. Quel est le parcours de ton frère? Voilà. Il a fait de la science des matériaux dans des labos français et américains. Et donc, il a cet esprit très scientifique, très méthodologique. Et en même temps, il est très geek. Il aime beaucoup s'intéresser à tout ce qui est électronique, code, etc. Donc, c'est lui qui s'occupe de toute la partie technique chez Boarding Ring. Et effectivement, il nous a rejoint très rapidement, au même moment où on a décidé de... Ça s'appelait Boarding Ring dès le départ? Tout à fait, ouais. Boarding comme un boarding pass. Voilà. Les anneaux d'embarquement pour embarquer dans n'importe quel véhicule. Les anneaux d'embarquement pour embarquer dans n'importe quel véhicule. Vous lancez et pas longtemps après, en 2018, Citroën vous approche, vous approchez Citroën, comment ça se passe pour faire la Citroën? Vous pouvez chercher sur internet, chères auditrices et auditeurs, c'est SEETRON, le jeu de mots TROEN, pardon, voilà. Citroën. Le jeu de mots bien trouvé. C'est la boîte de communication de Citroën qui s'appelle BETC qui nous contacte en disant on veut faire une vidéo de promotion de Citroën orientée sur les enfants au moment des départs en vacances. Et on a vu votre techno, c'est une boîte française, ça nous plairait de parler. Comment ils sont tombés sur vous? Ça, c'est une bonne question. Je pense qu'ils ont leur sourcing. Enfin, c'est Bao qui est un ami d'amis qui a piloté le projet. Est-ce que c'est lui c'est parce que c'est un ami d'amis qui l'a trouvé ça? Je ne sais pas. Dans tous les cas, ce projet se monte sous la forme vraiment d'une communication, une pub pour Citroën au moment des départs en vacances. Et en fait, ça devient très rapidement un projet industriel puisque ça fait un tel buzz que Citroën nous avait commandé une centaine d'unités pour envoyer à quelques journalistes. Une centaine d'unités. Voilà. Mais donc c'était juste pour le buzz, pour la vidéo, c'est ça? Mais ils ont décidé quand même d'en mettre quelques-unes en vente sur leur site. Okay. Et ça a été sold out même pas une heure, quoi. Enfin voilà, tout le monde voulait ces lunettes Citroën. La Citroën. Et vous en avez commandé combien au final? Au final, je pense qu'on était pas loin des 20 000. Hein. Et vous étiez prêts? Pas du tout. Pas du tout. Au début, ils nous disent on veut faire quelques prototypes comme ça. Donc, c'était vraiment en mode prototype. On va distribuer, puis ça va s'arrêter là. Nous, on pressentait bien qu'il allait en falloir plus, mais peut-être pas autant que ce qu'ils nous ont demandé. Donc, ça a été assez intense, mais c'était que du bien, quoi. Ok, excellent. Gros buzz et grosse croissance. 2018-2019, j'imagine, il y a une longue traîne. Arrive en 2020 le Covid, et évidemment, là, plus personne ne voyage. Exactement. On demande aux gens de rester chez eux, donc forcément, ils sont plus malades et ils n'ont plus besoin de lunettes contre le mal des transports. Le business s'arrête?
Ouais, on perd 90% de chiffre d'affaires. Vous étiez à combien avant le Covid? On était monté à 600 000 euros, Ok. si je me souviens bien. Donc, on est vraiment dans un trou noir complet, très compliqué à gérer. Surtout qu'on avait commencé l'année 2019 à mettre en place des investissements structurants pour mieux protéger notre technologie, pour développer de nouveaux produits, etc. Enfin, voilà, pour préparer la suite et préparer la croissance. Et tout ça nous arrive au moment où on n'a plus de chiffre d'affaires. Donc ça a été un moment très compliqué à gérer. On a serré les dents, on a essayé de couper le maximum de dépenses et surtout on a essayé de s'activer sur la relance dès que les confinements ont été terminés. Ça correspond avec l'approche digitale, la VR? Si plus personne ne voyage en voiture, les gens voyagent encore en VR, la VR a eu un peu un coup d'accélérateur à ce moment-là, c'est vrai. Comme on demandait aux gens de rester chez eux, on prévoyait beaucoup le métaverse, les réunions virtuelles, etc. Donc c'est vrai que ça correspondait pas mal. Ok. Le Covid passe et puis là ça repart. Aujourd'hui, en 2023, vous avez fait combien de chiffre d'affaires? Là, on finit l'année à plus de 400 000 euros. 400 000 euros, Ouais. ça fait quoi? Ça fait 10 000 Ça paires, fait, 15 000 paires? plus de 6 000 paires vendues. 6 000 paires vendues, ok. Le prix de vente sur le site internet est de 69 euros, hein, c'est ça. Et sur Amazon, pareil. Oui. Bien sûr, évidemment. Un déclic, pas un déclic, mais en tout cas un événement marquant de votre existence, et vous êtes passé l'année dernière en 2023, donc film en 2022, à la saison 3 de Qui veut être mon associé. Exactement. Que vous avez certainement vu, chers auditrices, chers auditeurs. D'ailleurs, je t'ai présenté au bureau là chez Cosa Vostra, et c'est ce qu'une des personnes a dit. Ah, je vous avais vu à Qui veut être mon associé. Alors pour ceux qui n'ont pas vu, comment ça s'est passé et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on est arrivé, on a présenté notre projet aux investisseurs. On était clairement dans une phase qui n'était pas top au niveau investisseur pour nous, puisqu'on était en sortie de Covid avec des chiffres d'affaires qui n'étaient pas fous. En revanche, on avait des bons... Enfin, on avait, je pense, mis l'accent sur les choses importantes de la société, c'est-à-dire qu'on a une technologie captive, bien protégée, qui va être prouvée scientifiquement. La publication n'est pas encore sortie, mais elle arrive cette année. Et finalement, on n'a pas réussi à embarquer les investisseurs avec nous. Il y a certainement plein de raisons. Ce qu'on retient, nous, c'est que peut-être que si on passait cette année, les choses seraient clairement différentes. Dans tous les cas, notre passage a eu un effet assez incroyable sur la suite de l'année. Alors tu vas me raconter quels sont tes conseils, mais ce que tu me dis, c'est que le passage en lui-même, je prends un peu d'avance, le passage n'était pas déterminant, c'est la suite qui était importante. Mais juste, je reviens un peu en arrière. On est venu vous chercher ou vous avez postulé? On nous a contactés. En fait, on nous avait déjà contactés pour la saison précédente. On n'avait pas été retenus. Et là, cette année, on avait à nouveau été contactés par la prod. On a passé toutes les étapes de sélection, qui sont assez longues. Hein. C'est quoi les étapes de sélection? On doit remplir un petit questionnaire au début. Ensuite, on envoie une vidéo de 3 minutes qui présente la boîte vraiment en face caméra. Oui, pour montrer que tu passes bien à l'écran, que tu sais parler, que tu vas pas t'écrouler. Ouais, okay. Et ensuite, on a un questionnaire beaucoup plus détaillé, une mini due diligence, on va dire, pour voir si on rentre dans les critères d'investissement des différents investisseurs. Quel type de questions? C'est un business plan sous forme de questions, en fait. Si tu veux, on rentre dans toutes les questions, chiffre d'affaires, marge, brevet, voilà, en gros... comment ta boîte fonctionne et qu'est-ce que vous arrivez à avoir comme résultat, quoi. Je fais une parenthèse. Les brevets, vous en avez? Ton père, il est inventeur. Et inventeur. Okay. Et donc, il y a des brevets sur les boarding glasses? Ouais, on a 3 familles de brevets. Sur les lunettes, on a des brevets d'utilité et des brevets dessin et modèle qui protègent notre technologie. C'est quoi un brevet d'utilité?
C'est un brevet classique, en fait. Ok. Quand on dit brevet, c'est un brevet d'utilité. Mais parce qu'en fait, en anglais, ils appellent patent aussi les brevets de dessin et modèle. Donc le dessin et modèle, c'est juste pour protéger la forme de l'objet et ses attributs. C'est quoi comme liquide à l'intérieur? C'est de l'huile? C'est Non. une huile colorée qui est utilisée dans l'industrie Mais agroalimentaire. qui est quand même assez fluide. Qui est J'ai assez l'impression, fluide. ouais. En fait, l'objectif, c'est que ce soit le plus proche de l'eau. C'est pas de l'eau parce que justement, ça fait partie des Faut pas que ça bouge trop vite. des ratés du début. C'est qu'en fait, l'eau, une fois qu'elle est sous forme gazeuse, elle passe par porosité à travers du plastique qu'on utilise. Et donc, au bout de quelques mois, si on le laisse dans la voiture, par exemple, qui chauffe bien en été, Ouais. eh ben, on n'a plus de liquide. Donc, ça Il y a marche plus beaucoup d'eau. moins bien. Et ça se remplit pas, il n'y a pas de petit Voilà. réservoir. Ok, donc le questionnaire, où on te pose pas mal de questions, dont est-ce que vous avez des brevets? Exactement. Et ensuite, on a des échanges avec la prod. On nous dit jamais, à aucun moment, c'est bon, vous êtes sélectionné. C'est assez bizarre. On nous dit, bon, ben, vous allez avoir rendez-vous avec un coach. Donc, on discute avec un coach qui nous coach à la fois sur le pitch et sur le passage télé. Et puis ensuite, on prend une date, on a une date d'enregistrement, mais il n'y a pas un moment où c'est félicitations, bravo, vous êtes sélectionné. Parce qu'en fait, je pense que. Ils s'autorisent un peu de jeu. Ouais, voilà. Ouais. Parce que nous avait dit, je crois que c'est Ombling, elle s'appelle, je sais plus, de la prod, elle nous avait dit, parce que moi je leur disais, mais quand est-ce qu'on est sûr qu'on va passer, etc. Il me dit, tu seras sûr que tu passes à la Devant télé les caméras. quand tu seras dans ton canapé et que tu seras diffusé. Parce que même si tu es enregistré, Bien tu n'es pas sûr sûr, de bien diffuser. sûr. Mais d'ailleurs, Donc, on tu a sauras, eu voilà, ouais, exactement. épisode intéressant, chers auditrices, chers auditeurs, que je vous recommande avec We Are Jolie récemment, qui a eu cette expérience D'enregistrement non diffusé. non diffusé. Quoi. Voilà. Tu sauras que tu passes, que tu es sélectionné quand tu seras dans ton canapé, que tu te verras à la télé. Exactement. Intéressant comme approche. Le passage n'est pas déterminant. Tu étais dans une période qui n'était pas sexy. Tu l'as dit toi-même. Ouais. Tu en avais conscience à l'époque? Oui, absolument. Est-ce qu'il n'aurait pas valu... En fait, nous, on a pris le parti, on nous l'a beaucoup reproché par la suite, on a pris le parti d'être vraiment carte sur table, parce qu'on s'est dit, ça sert à rien d'avoir un deal en plateau si, au bout de 2 semaines de due diligence, ils nous disent, ouais, vous nous avez raconté n'importe quoi, votre boîte, elle va pas très bien. Elle allait pas très bien, on en est conscient. Donc, on a pris le parti pris d'être vraiment complètement transparent là-dessus. Et tout le monde nous a dit oui, vous aviez la rabattue, vous avez beaucoup forcé le trait là-dessus. Il faut être conscient que c'est de la télé. Le passage, il dure à la télé, on diffuse 10 minutes. L'enregistrement, c'est 1 heure. Donc, nous, on n'avait pas l'impression d'être particulièrement abattus sur le plateau. C'est sûr, quand on parle de moments un peu difficiles, on va pas dire ouais, youpi, c'était le Covid. Non, c'était compliqué et c'était compliqué pour tout le monde. Donc, mais c'est vrai que ce sont des passages qui ont été retenus pour le montage, ce qui est normal, hein, c'est de la télé. Il y a d'autres passages où on a été assez combatifs, même plutôt on y est allé, qui n'ont pas été diffusés. Et donc, c'est vrai que j'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit mais pourquoi là tu leur as pas répondu ça, mais pourquoi ceci? Si, on l'a dit, mais c'est pas passé à la télé. Ouais. Et donc, puis c'est toujours facile de refaire le match. Hein. Ouais, absolument. Ah. Donc nous, on est ressortis de là en se disant bon, ça devait pas se faire, c'est comme ça. On était conscient de la situation, mais on pensait qu'on avait quand même nos chances, sinon on n'y serait clairement pas allé. Et force est de constater que le passage à l'émission nous a bien aidés et l'aspect investissement n'est pas complètement, enfin le livre n'est pas complètement fermé, en tout cas pas avec tous les investisseurs du plateau. Oui, parce que vous... Non, je révèle pas d'exclusivité incroyable, mais on est toujours en discussion avec Jean-Pierre Nadir. Jean-Pierre Nadir, on peut dire son nom parce que c'est un secret pour personne. On a fait plusieurs lives avec lui, etc. Lui était le plus intéressé. Il attendait juste d'avoir plus de billes, de preuves de rebond. Et je pense que cette année, avec l'année 2023 qu'on a faite, on pourra discuter avec lui de manière un peu plus intéressante. Je kiffe Jean-Pierre Nadir. Moi aussi. Il dira le contraire parce qu'il ne sera pas d'accord avec moi, mais il est passé sur le podcast de mon associé Mathieu Stéphanie, Génération Do It Yourself, et c'est moi qui lui avais dit, je pense un an plus tôt, alors je ne suis pas le seul à lui parler, hein, mais putain, il a l'air vraiment cool ce mec, il a une histoire intéressante, ça vaudrait le coup qu'il vienne parler. Donc je vous recommande, chers auditeurs, d'aller écouter Jean-Pierre Nadir sur GDIY, Génération Do It Yourself. Le passage en lui-même n'est pas déterminant, mais ce qui se passe après, c'est un peu un raz-de-marée. Ouais.
Et encore, vous passez à 23h30, vous êtes le dernier passage, Ouais, ou l'un des derniers passages, le dernier passage de l'émission, à 23h30, il n'y a plus grand monde. Tu m'expliquais en préparant l'épisode que c'est parce que c'est moins sexy, moins grand public peut-être que d'autres sujets, parce qu'il y a un peu d'ingénierie à l'intérieur. Or, c'est quand même un produit vraiment grande consommation. Ouais, c'est un produit grande consommation, mais dont l'histoire, le pitch, tout le monde n'a pas est un forcément peu besoin, c'est un peu technique. Il faut comprendre le fonctionnement du mal des transports pour comprendre comment ça fonctionne. Et puis aussi, clairement, on n'a pas envie de parler de vomi et de mal des transports à 20h50 quand on finit son repas, quoi. C'est pas faux. Oui, c'est pas faux, j'y avais pas pensé. Et pendant un mois après, t'enchaînes un mois, 2 mois, t'enchaînes les commandes. Oui, pendant bien 2 mois, on a eu une activité assez intense, très certainement grâce au replay, au bouche à oreille. Ça nous a fait vraiment passer un cap. Et tu n'étais plus jamais revenu en arrière depuis. Voilà. En fait, ça nous a fait atteindre un palier et en fait, on va dire une certaine notoriété quand les gens pensent au mal des transports. Enfin, une grande partie des gens, maintenant, ils savent que les lunettes existent. Et ça a été assez important pour nous aussi dans la compréhension des actions à mener pour développer le business. C'est que il faut qu'on soit juste diffusé, il faut qu'on parle de nous. C'est un peu bête, mais au plus grand nombre, parce qu'en fait, il n'y a pas de catégorie sur Facebook ou sur Instagram. Les gens sont malades en transport. Il y a ils sont parents, ils habitent dans une grande ville, moyenne ville, petite ville, ils ont tel âge, mais il n'y a pas la catégorie mal des transports. Et en fait, on parle assez peu du mal des transports, à part au moment des départs en vacances, c'est un peu le marronnier qui revient. Donc, difficile pour nous de cibler très précisément les gens qui sont malades en transport. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est on fait du média grand public. Et donc, c'est ce qu'on s'attache à faire avec Colombe et les petits papiers depuis un an. En relation presse. Alors moi, quand non, mais on en parlera sur la distribution après. Quand mes filles ont été malades, je suis allé voir le pharmacien. Donc je te demanderai tout à l'heure pourquoi ou comment vous allez aborder le réseau de distribution des pharmacies. Je reviens juste sur qui va être mon associé. Donc le passage n'est pas forcément déterminant. Ça fait quand même un pic de trafic, j'imagine, là, mais ce qui se poursuit sur les jours qui suivent. Et surtout, ensuite, des commandes qui s'enchaînent. Tu passes un cap, tu n'es plus jamais revenu en arrière après. Tu as compris des choses sur le besoin de communication et d'être présent auprès du grand public, sur un sujet grand public. Et tu me disais aussi, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Ouais, il faut continuer à... Alors, après l'émission, il y a des journalistes qui vont t'appeler parce qu'ils ont entendu parler de toi, ils t'ont vu passer à la télé et ça les intéresse parce que, je sais pas, ils sont spécialisés sport nautique ou c'est le début de l'été, donc ils ont envie de faire un petit focus sur le mal des transports. Donc, il faut l'entretenir. On a essayé de le faire le plus longtemps possible. Après, ça nous a aussi... ça va peut-être nous permettre d'enchaîner sur autre chose après, mais ça nous a permis aussi, je pense, de convaincre plus de revendeurs et de distributeurs. Et je pense que le fait qu'on travaille avec Nature et Découverte, ça a été facilité par notre passage à l'émission. Alors c'est quand même rapide, parce que, allez, enchaînons sur la distrib. Vous êtes passé en janvier, février ? En janvier, ouais. En janvier, vous étiez à l'été chez Nature et Découverte pour les vacances. Ouais, c'est ça. Donc en fait, ça t'a donné un tampon, légitimité, crédibilité qui te permet d'aller voir de nouveaux partenaires. Ouais, certainement que Nature et Découverte s'est dit, bon, cette technologie, on ne connaissait pas trop, mais beaucoup de gens en ont entendu parler. C'est très Nature et Découverte. Et voilà. Et en plus de ça, s'ils vont voir ça dans le magasin, ils vont se dire, ah mais ça, on en a déjà parlé ou je l'ai déjà vu. Et donc, il y a déjà la première phase qui est la découverte du produit qui a été faite. Donc là, c'est, je vais les essayer. Je vois comment ça fonctionne, je vois la tête que j'ai avec, c'est pas si dramatique que ça. Je vois combien ça coûte et le vendeur m'explique comment ça fonctionne et on y va. On peut bifurquer sur plein de sujets. Je voudrais rester sur le produit encore 5 minutes, puisque suite au passage à Qui veut être mon associé, où vous présentez le modèle adulte, vous avez depuis lancé un modèle enfant. Exactement. On a un prototype ici. Une impression 3D, bon, il n'y a pas le liquide encore dedans. Pardon, parle et montre-le. Non, mais en fait, donc les enfants, on va reprendre depuis le début. Le modèle adulte tel qu'il est ici, c'est un modèle qui est adapté aux enfants et aux adultes, mais aux enfants à partir de 10 ans. En dessous de 10 ans, les enfants ont un champ visuel qui est réduit, un champ visuel périphérique, et donc ils n'ont pas accès à l'information donnée par cet anneau-là. Donc ils n'ont que la moitié
de l'information et donc pour eux, les lunettes telles qu'elles sont ne vont pas bien fonctionner. Donc ce qu'il faut faire, c'est apporter les anneaux qui sont sur les côtés, devant. Et donc c'est ce qu'on a fait avec ce modèle pour les plus jeunes, où en fait les anneaux latéraux sont projetés vers l'avant pour être sûr que ce soit dans leur champ visuel. On a fait des tests avec un prototype auprès d'une quarantaine de familles. On a 92% des personnes chez qui ça a donné des bons et très bons résultats. Et donc, on a décidé de proposer ça sous la forme d'un Ulule juste après l'émission pour financer le développement de ce modèle-là, qui est beaucoup plus robuste que les prototypes qui ont pu être utilisés et détruits parfois par les enfants. et donc, on est en plein dans la production. Donc, il n'était pas prêt l'été dernier pour Nature Découverte? Non, Okay. il Mais il sera prêt cet été? On fait tout pour, oui, pour l'été, il sera prêt. Nos soutiens ont attendu nos lunettes pendant longtemps, ils les attendent encore. Donc on s'est beaucoup excusé auprès d'eux, mais on a un fort soutien et ça c'est top. Donc on a pris pas mal de retard parce qu'on a rencontré pas mal de difficultés du fait qu'on change de fournisseur. On a la volonté d'avoir un modèle 100% français, donc c'est quelque chose qui va être produit dans le nord de la France, à côté de Lille. Et la méthode d'enfermement du liquide, qui est vraiment le point stratégique de la production de nos lunettes, tu peux m'expliquer? Est complètement nouveau sur ces lunettes et donc pose un peu problème. Dans ces lunettes-là, c'est un anneau qui est fabriqué indépendamment. Ah oui, pardon, excuse-moi. Il y a une différence capitale, vous le verrez si vous allez sur le site internet, c'est que là, il n'y a pas de cadre. Il n'y a pas de, comment on appelle ça, de monture. Il n'y a pas de... C'est en fait le verre et la monture. La monture contient le liquide. Contrairement à ces lunettes où là, c'est une paire de lunettes classiques, entre guillemets, où on a rajouté une petite rigole pour clipser des anneaux avec le liquide dedans. Ok. Là, ce qu'on a voulu, c'est s'affranchir de ça parce que les enfants peuvent facilement enlever les anneaux, se retrouver à jouer avec ou les mettre dans la bouche, etc. Même si le liquide est absolument inerte, c'est pas top pour s'en resservir la fois d'après. Donc là, on a une monture qui va contenir le liquide et le liquide va être enfermé par une plaque de polycarbonate qui doit être collée. Et on a eu la mauvaise surprise récemment que la colle n'adhère pas bien avec le liquide à l'intérieur, donc il faut qu'on change de colle. Et donc là, on est en plein là-dedans avec nos partenaires industriels. Ok. Dans le nord de la France. Dans le nord de la France, exactement. Formidable. Donc voilà pour la gamme. Donc le passage, ça vous apprend pas mal de choses. On reviendra sur les canaux d'acquise après. Moi, je voudrais enchaîner sur la distribution. Et notamment donc cette espèce de tampon crédibilité, légitimité fait que Nature et Découverte vous appelle? Non, c'est nous qui les avons contactés. Okay. En fait, on avait commencé à les contacter même avant le passage à la mission. Mais eux nous ont catégorisé produit été. Donc à partir d'avril, on a commencé à leur envoyer des produits. Ok. Vous êtes aussi distribué au Vieux Campeur, chez des opticiens, dans des magasins de sport? Ouais, magasin d'accastillage sur le littoral pour les voileux. Ok. Il y a beaucoup de gens qui sont voileux et malades? Ouais. C'est con, non? Non, parce qu'en fait, on achète un bateau parce que ça nous fait rêver, mais les gens qui nous accompagnent, le bateau c'est sympa tout seul, mais c'est quand même plus sympa quand on partage ça. Ah oui, pardon, c'est pas pour les propriétaires. Voilà. Et quand il y a les copains ou la famille qui vient à bord, il y en a souvent un qui est pas bien. Et le problème du bateau, c'est qu'on ne peut pas se mettre sur le bord de la route et attendre que ça aille mieux pour repartir. Là, il faut rentrer au port et c'est l'enfer. La sortie est foutue pour tout le monde, quoi. Est-ce que vous avez... Donc ton Uber avait distribué des lunettes d'appoint en pharmacie? Ouais. C'est les fameuses lunettes à 19,90, j'en sais rien. Quand on casse les lunettes, on peut en acheter. Exactement. Okay. Pourquoi est-ce que vous visez les pharmacies? Est-ce que vous êtes distribué en pharmacie? Est-ce que vous allez l'être? On a certaines pharmacies qui nous commercialisent. C'est un objectif à moyen terme. Il y a certainement des étapes à franchir avant. Là, aujourd'hui, on va cibler beaucoup les opticiens. Les pharmaciens, ça viendra dans un second temps, peut-être avec la validation scientifique. Donc, comme je disais, il y a des études scientifiques qu'on a menées avec l'Université de Toulon qui vont arriver en publication cette année, qui vont attester et donc prouver l'efficacité de notre système contre le mal des transports. Donc ça, c'était important pour que les médecins puissent commencer à en parler et peut-être les prescrire à leurs patients.
et donc nous permettre de rentrer chez les pharmaciens. Et les pharmaciens, ensuite, il faudra qu'on arrive à trouver un moyen de fonctionner avec eux, connaissant les marges auxquelles ils sont habitués avec les labos pharma. C'est parfois un peu difficile, mais voilà, on ne ciblera pas tous les pharmaciens. Il y a certainement des pharmacies qui seront plus pertinentes pour nous. Les pharmacies de littoral, les pharmacies de montagne, les pharmacies d'aéroport, de gare. Voilà, il y a pas mal de choses à faire là-dessus. Comme je le disais, le premier réflexe quand on a su que notre fille, la première, était pas bien en voiture, c'était d'aller voir le pharmacien pour lui demander Exactement. conseil. On savait qu'il y avait des médicaments qui existaient. Tu connais Pharmazone ? Ouais, j'ai entendu l'épisode. Écoutez l'épisode, chers auditrices, chers auditeurs, un épisode génial d'une centrale d'achat et de distribution, une marketplace de produits alors, comment on appelle ça, de parapharmacie pour les pharmacies. Et ben, il faut le mettre sur Pharmazone, si tu veux, je te ferai une intro. Ouais, avec plaisir. Ok, et donc le plan 2024 sur la distribution. Ouais, ce qu'on souhaite, c'est accélérer vraiment sur cette partie distribution. On s'est rendu compte que les gens ont besoin de tester, d'appréhender physiquement le produit, peut-être de les essayer, de se rassurer sur le fait qu'on n'a pas un look si ridicule avec. Voilà, de voir un peu, de manipuler le produit et surtout de l'avoir à proximité. La gestion du mal des transports, elle se fait souvent un peu en dernière minute. On s'est rendu compte qu'au moment des départs en vacances, les livraisons express s'accéléraient parce que les gens s'y prennent un peu tard et s'ils peuvent trouver ça chez l'opticien en bas de chez eux ou chez le pharmacien en bas de chez eux, ça réduira pas mal de problèmes et ça apportera beaucoup de confort à tout le monde. J'entends. On parle d'Amazon dans 3 minutes parce que c'est un peu ça qu'on aborde là. Avant ça, je voudrais te poser encore en termes de distribution ou de partenariat la question de pourquoi pas des partenariats avec des constructeurs, des revendeurs, des loueurs. Pourquoi est-ce que je peux... Enfin, pourquoi ce serait intéressant de pouvoir louer chez Hertz tu vois, le siège auto en sus et Absolument. Et les lunettes. Pourquoi est-ce qu'en avion, il n'y en a pas une dizaine de disponibles C'est la question. Pourquoi Air France continue Qu'est-ce que t'attends, merde Pourquoi Air France continue à mettre des petits sacs à vomi dans chaque voilà. Oui, plutôt que d'avoir une dizaine de paires de lunettes, même pas à bord de chaque avion, ça serait effectivement une expérience tout autre, même en matière d'image de marque. C'est quand même plus sympa d'avoir le logo Air France sur une paire de lunettes que sur un sac à vomi. Mais bon, voilà, c'est l'éternel débat des gens qui proposent du transport ou du voyage et qui n'aiment pas communiquer sur le fait que le service qu'ils offrent risque d'engendrer le mal des transports. Mais bon, personne n'est dupe. Les gens qui sont malades, ils savent que quand ils vont prendre l'avion, ils vont être malades. Même si Air France leur rappelle, ils le savent. Donc, ils se préparent. Autant avoir les lunettes. Autant mettre les pieds Avion, voiture et bateau. T'es à Toulon. Toulon, c'est un énorme point de départ, Il y a 4 liaison départs, pour 4 Corsica départs Ferries. par jour de Corsica Ferries, ouais. Et alors On aimerait beaucoup discuter avec eux. Corsica Ferries, si vous nous entendez, ce serait intéressant en plus produit ou en confort, enfin pour les voyageurs habituels. Ok. D'autres sujets sur la distribution physique, l'international ? Pour l'instant, on n'a pas de distribution internationale. On a encore beaucoup de travail à accomplir en France avant d'y aller. On vend en e-commerce à l'international sans trop de difficultés. Mais pour l'instant, ouais, c'est pas trop le sujet. Ok. Et en digital, vous êtes donc sur le site Shopify. Et sur Amazon avec une majorité des ventes, tu me disais 55%, c'est ça, sur Amazon. Donc, pardon, 65%, donc 2 tiers des ventes se font en digital. Et sur ces 2 tiers, c'est 55-45. 55 sur Amazon, 45 en direct. Exactement. Raconte-moi ton expérience Amazon, tes apprentissages. Il y a beaucoup de choses à dire sur Amazon. Vas-y. C'est toi qui le gères ou c'est Renault ? Tous les deux. En fait, notre tout premier contact avec Amazon, ça n'a pas été du tout pour distribuer nos lunettes, c'était pour essayer de faire supprimer des annonces de lunettes de contrefaçon très mauvais marché et surtout complètement illégal puisque nos lunettes sont encore une fois brevetées. Mais Amazon a une gestion de la propriété intellectuelle qui est très critiquable. Donc on a... Ça a été ça notre première expérience avec Amazon. On a toujours des problèmes là-dessus d'ailleurs. Qu'on soit client chez eux ou pas, ça ne change rien. On a d'ailleurs
pour la petite histoire, on a commencé à travailler avec une association, enfin une organisation américaine qui s'appelle IACC, qui est spécialisée dans la contrefaçon, la lutte contre la contrefaçon, et dont la principale occupation, c'est de s'occuper de Amazon, puisque il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Grâce à eux, on arrive à travailles en discuter. direct avec eux? Ouais. Donc en français IACC, IACC, International Anti-Counterfeiting Coalition, IACC.org, que vous avez abordé, vous, en direct. Ouais, parce qu'en fait, si tu veux... Il n'y a pas d'organisation française, européenne? Bah non, on n'a pas réussi à trouver. Eux ont été les seuls à arriver à nous faire parler à un humain chez Amazon, en direct. Quand tu veux parler à Amazon, même si tu es un gros vendeur, oui, tu parles à un bot. Tu parles à un robot ou alors à une personne qui se comporte exactement comme un robot. Tu ouvres des tickets et c'est assez désastreux. Là, ils nous ont réussi à nous mettre en face de nous sur un call des responsables qui ont été d'une langue de bois impeccable, mais au moins on a réussi à leur faire comprendre qu'on n'était pas content et on a réussi à faire supprimer pas mal d'annonces. Le problème, c'est qu'il en arrive tous les jours, enfin peut-être pas tous les jours, mais toutes les semaines, donc c'est un travail régulier, mais on arrive à le faire. Donc ça, c'est la première partie de Amazon qui n'est pas forcément la plus glorieuse. Mais du coup, tu es obligé de faire un peu d'acquise et d'achat média sur Amazon pour ressortir, quoi. Non, c'était même, c'est même pas lié. Non, mais pardon, t'es pas obligé pour qu'ils t'aident, mais je veux dire, il y a de la contrefaçon, ou en tout cas des imitations, donc pour être présent et être visible et surtout avoir plus de légitimité et de réassurance auprès de l'utilisateur, faire de l'achat média a du sens. De toute façon, pour vendre sur Amazon, je connais pas beaucoup de vendeurs qui marchent bien sans faire de pub. Donc, pour ce qui est de la vente sur Amazon, on a beaucoup travaillé le sujet, notamment avec un consultant qui nous a beaucoup aidé sur la rédaction des offres et la gestion des pubs surtout, avec lequel on a réussi à avoir des très bons résultats au niveau retour sur investissement par rapport aux pubs qu'on faisait. Et donc, c'est vrai que aujourd'hui, c'est quelque chose qui marche bien, mais on a mis pas mal de temps et beaucoup de frustration sur des choses, des incohérences auxquelles on n'avait pas de réponse parce que, encore une fois, on ouvre un ticket et on nous répond à côté de la plaque une fois sur deux. Donc ça, c'est le premier point, protéger ta marque, protéger ton nom sur Amazon, te battre, ou en tout cas trouver les moyens de te battre pour faire supprimer la concurrence déloyale et les contrefaçons surtout. Quels autres apprentissages vous êtes depuis quand sur Amazon? Ça fait un peu plus d'un an, mais là, ça fait, on va dire, ça fait 6 mois que ça tourne ça tourne réellement en marche normale, dans le sens où après l'émission, on a eu quand même une grosse période de rupture de stock parce qu'on n'avait pas pu réapprovisionner à la hauteur de ce qu'on aurait dû avant l'émission. Et donc, il y a eu cette période en mars-avril où on était sans stock. Donc, même sur Amazon, il n'y avait pas de stock. Et vous êtes en FBA ou FBM? FBA. FBA, Fulfillment by Amazon, donc c'est Amazon qui porte le stock. Voilà. Est-ce qu'il y a des erreurs que vous avez faites sur Amazon? Des conseils que tu peux donner? Des erreurs, je sais pas. Ouais, peut-être pas trop se préparer au départ, peut-être croire que ça va se faire tout seul. Peut-être penser que juste en mettant nos produits avec une fiche produit un peu optimisée, on allait ressortir dans les résultats, mais même en tapant notre marque, on ne nous trouvait pas avant la 3e page ou des choses comme ça, des choses hallucinantes. Donc, l'algorithme d'Amazon est assez obscur. Bon, c'est un peu le cas de tous les algorithmes qui gèrent la pub, malheureusement. Mais ouais, il faut, si on ne connaît pas Amazon et comment ça fonctionne, il faut absolument se faire accompagner par des spécialistes au départ. Ça, c'est fondamental. Sinon, on perd un temps incroyable et donc beaucoup d'argent. Ok. Petit placement pub, mais appelez-nous chez Cosa Vostra. On accompagne des marques pour leur lancement sur Amazon, leur lancement et leur développement sur Amazon. N'hésitez pas. Et donc, le reste, 45% de vos ventes en ligne, des 65%, donc ça fait à peu près un tiers, on va dire, de tes ventes, se fait sur Shopify. Vous êtes sur Shopify depuis le début? Non, pas depuis le début. On a changé je
crois que c'était en 2019, on a commencé sur Shopify. Ok. Vous étiez sur quoi avant, tu m'as dit? Avant, je me sais l'as pas même, dit, hein. je sais même plus, non, c'est un truc... Non, je sais même plus le nom de la technologie Ok. utilisée. Shopify depuis le 2019, que vous gérez en interne? Ouais. Ok, très bien. Un tiers des ventes, ça fait dans les 120 000 euros qui passent via le Ouais, site Shopify, exactement, je dis ouais. une bêtise? C'est Ok, ça. cool. Alors, c'est pas pour terminer parce que j'aurai encore des questions après, mais je voulais revenir sur les canaux d'acquisition et d'activation. Le passage à qui veut être mon associé vous a fait comprendre, réaliser que vous êtes effectivement un produit grand public et qu'une fois qu'on savait que ça existait, ça devient une évidence. En tout cas, ça devient un réflexe. En tout cas, on pense à vous. Ce qui vous a poussé à faire des RP, ou plus de RP, en tout cas, Ouais. avec Colombe, qu'on a cité au début, des petits papiers. Vous faisiez aussi du média, de l'achat média avant, Google. Ouais. Google, on a fait un peu de méta, mais on n'a jamais réussi à être rentable, donc on a assez rapidement arrêté. Donc vous avez arrêté Google et Meta. Et Meta c'est ça, hein. et Google, on l'a arrêté par la suite parce que c'est pareil, les campagnes dérivaient un peu trop. Dérivé en termes de coûts? Ouais, j'avais pas le temps de m'occuper sérieusement de ça. Et donc on avait coupé un peu avant le passage à l'émission aussi. Ok. Vous allez y revenir? Oui. Cette année, en 2024? Oui. En achat média Google Ouais, absolument. et Meta? Et Meta, peut-être un peu après. Ce que j'ai bien compris avec Meta, c'est que la créa est fondamentale. Et aujourd'hui, on n'a pas les ressources en interne pour générer suffisamment de contenu de qualité pour avoir des bons résultats. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient changé ces 2 dernières années dans l'acquisition via Meta. Et il y a des choses qui vont changer chez Google aussi. Donc, j'observe ça d'un œil attentif voilà, en me disant que quand on aura le modèle enfant qui sera prêt, ce sera le moment d'accélérer sur la partie acquisition et à ce moment-là, on ira sur les plateformes Meta et Google. Ouais, et j'allais te dire en plus, je sais que ma compagne, que je salue, doit suivre une vingtaine d'influenceuses, d'instagrammeuses, voyages, travel. Il y a toujours de la famille, des enfants, des voyages incroyables. J'aimerais bien avoir une vie d'instagrammeur, d'influenceur travel. Je crois que c'est ça que je ferai quand je serai grand. Mon point est le suivant, j'imagine qu'en influence, il y a des choses à faire en plus avec le boarding ring enfant. Ouais. On a fait un peu d'influence avec les lunettes classiques. On n'a jamais été très satisfait. Alors, on n'a jamais dépensé des sommes folles non plus. Mais notre audience n'est pas très, très Instagram. Elle est presque plus Facebook. Donc, tu vois, on est... Et malgré ça, même sur Facebook, on n'a jamais eu de très bons résultats. Donc, effectivement, le modèle enfant, ça se prêtera plus facilement à de l'influence parce que c'est encore plus facile de cibler des parents. Là, pour le coup, on sait qu'ils sont parents, donc les algorithmes savent aller les chercher sur les différents médias. Et puis, c'est vrai que le témoignage d'un parent à un autre parent, c'est presque... Enfin, en tant que parent, moi, je sais que voilà, c'est un tampon indélébile, quoi. Ok. Vous êtes pas mal en SEO. On est plutôt bien référencé. Et vous ouais, allez continuer. Mais sur un terme, alors moi je vous ai cherché tout à l'heure sur lunettes, mal, transport. Vous êtes numéro 1, voilà. Mais vous êtes presque les seuls. Ouais. Qu'est-ce que les gens cherchent? En fait, les gens cherchent mal des transports. Ouais. Mal des transports, on va tomber sur du Doctissimo, tous ces sites-là qui expliquent ce qu'est le mal des transports. Parfois qui donnent des solutions sans prendre trop de risques en disant il faut bien respirer, il faut s'aérer, il faut prendre du gingembre et de l'amande poivrée. Donc il faudra qu'on arrive à remonter. Non, il n'y a aucune preuve scientifique que ça fonctionne. Tu me disais tout à l'heure qu'il y a un sparadrap sur le nombril. Il y a un sparadrap sur le nombril, oui, tu dois pouvoir le trouver sur Doctissimo, ça, oui, absolument. En fait, du moment que les gens y croient, ça peut fonctionner. C'est le principe du placebo. Et c'est très bien, encore une fois, le placebo, c'est mieux d'avoir une solution placebo qui marche sur soi que de prendre des médicaments qui marchent à moitié. En revanche, faire la promotion de ce genre de solution, quand on est un site qui se veut un peu sérieux au niveau scientifique,
ça passe pas. Parce qu'il n'y a pas de preuve scientifique que cela fonctionne. Mais donc ton calcul, c'est de se dire que les gens vont entendre parler de vous d'une manière ou d'une autre, parce que tu passes sur le panier, parce que tu es passé à qui va être mon associé, parce que les petits papiers, ton agence de RP a fait du bon travail, et vont donc, c'est pas du retargeting, mais aller sur Google pour rechercher, retrouver ce qu'ils ont entendu ou vu à la radio. Et typiquement, lunettes, mal des transports par exemple, boarding glasses est au premier, le premier résultat, vous êtes hyper bien positionné. Donc c'est ça le parcours que tu imagines. Ouais, après ça va être là, comme je disais, on est en train un peu de tout remettre à plat suite à l'année 2023 qu'on a eue, où on va faire un travail de SEO un peu plus poussé. On va proposer beaucoup plus de contenu. Là, le site est très basique, il est très straight to the point et il oriente directement vers la vente. Il va falloir qu'on explique plus ce qu'est le mal des transports nous-mêmes. Il va falloir qu'on explique plus des comparatifs entre les différentes solutions contre le mal des transports. Et accessoirement, à terme, on peut espérer remonter un peu dans les résultats des requêtes simples de type mal des transports ou solutions mal des transports naturelles, ce genre de choses sur lesquelles pour l'instant on n'est pas complètement bien référencé, quoi. Ok. Dans les assets de la lunette principale, la boarding glass principale, il y a une photo d'un mec qui a des écouteurs, ses lunettes et qui regarde un iPad sur lequel il y a la fiche produit. Voilà. Le mec il pousse le bouchon un peu trop loin, Maurice. Médias, SEO, RP, on a parlé d'influence et tu y reviendras, j'imagine, sur la famille une fois que tu auras les lunettes enfants, les boarding glasses enfants, elles s'appellent comme ça ? C'est Ringo. Les Ringo. Ouais, elles ont un petit nom. C'est mignon, Ringo. Pour vos enfants stars. Exactement. Vous faites du mailing un peu ? On va s'y mettre. Ça fait partie des objectifs aussi de 2024, de mettre en place à la fois des flows, là on utilise Klaviyo, à la fois des flows sur Klaviyo, à la fois une newsletter un peu plus généraliste pour les gens qui ne sont pas forcément encore clients. C'est chronophage, on a beaucoup de choses à dire, mais il faut qu'on arrive à mettre de l'ordre dans tout ça. Donc voilà, c'est quelque chose qui va être implémenté au cours de l'année. Est-ce qu'il y a un truc que tu as compris sur les 6 derniers mois que tu n'avais pas compris avant, qui a débloqué quelque chose en acquisition ? En acquisition, sur les 6 derniers mois, non. Mais vraiment, l'enseignement principal de 2023, c'est que il faut qu'on parle le plus possible de notre solution. C'est pas... les lunettes contre le mal des transports, c'est pas quelque chose qui est encore suffisamment connu. Ouais. Et ce qui est bien mieux que d'avaler des médicaments, on est d'accord. On est d'accord, et surtout qu'il y a meilleure efficacité, meilleure expérience utilisateur, aucun effet secondaire, aucune contre-indication, les femmes enceintes peuvent y aller sans problème. Donc voilà, il y a que des bénéfices, et surtout on achète une paire de lunettes une fois, elle nous dure 5-10 ans. On la met dans la boîte à gants et on la met dans la boîte à gants et on est tranquille. Ouais. Les femmes enceintes sont plus sujettes au mal des transports ? C'est possible. Il n'y a pas vraiment de stats. Okay. Comme tu l'as dit, je me posais la question. En fait, si tu veux, les femmes enceintes, les nausées, c'est quelque chose qui, même sans les transports, elles connaissent. Donc c'est très difficile de faire des statistiques là-dessus, de faire des études sur les femmes enceintes. En général, on évite un petit peu de les rendre malades plus que ce qu'elles ne sont. Donc nos lunettes n'ont aucun effet sur les nausées matinales des femmes enceintes. Voilà, ça c'est que ce soit clair. Non, parce qu'en fait, justement, chez les gens qui font de la contrefaçon, ils nous disent que ça va guérir des nausées de femmes enceintes. Ouais, faire revenir l'être aimé, voilà, gagner au loto. De la gueule de bois, etc. Non, mais ils poussent le bouchon très loin, alors que c'est pas du tout les mêmes mécanismes. En fait, c'est bon. Dernière question, avant d'ouvrir peut-être sur tes enjeux 2024. Dernière question, on ne l'a pas abordé tout à l'heure, mais en 2018 et 2019, vous êtes allé au CES, Consumer Electronic Show, qui doit avoir lieu à Las Vegas, hein, c'est ça, exactement. Où il y a depuis quelques années, depuis Macron, est-ce que c'est déjà avant ? Je ne sais plus, mais des belles délégations françaises. Depuis tout cas, Macron, ministre de l'économie, ouais. Ouais, c'est ça. Hein. Vous y êtes allé en 2018 et 2019, il n'y a rien d'électronique dans lunettes, dans les boarding glasses, donc vous aviez, vous, la techno VR, en tout cas la recherche ou la réflexion VR, c'est pour ça que vous y êtes allé. Ouais. Raconte-moi juste un peu le cadre, ce que vous avez appris, ce que vous referiez différemment, ce que vous avez fait en 2019 que vous n'avez pas fait en 2018 ou inversement. Alors, qu'est-ce que ça vous a apporté ? Nous, on a participé au CES parce que en 2018, il y avait la hype VR qui commençait vraiment à être importante. Il y avait les premiers casques Oculus qui étaient sortis quelques années avant. Et il y avait ce sujet de motion sickness, donc de mal de la réalité virtuelle,
qui était récurrent dès qu'on faisait un peu des articles sur la VR, on parlait de ça. Et donc, nous, en étant spécialisés mal des transports, cinétose, en anglais, mal des transports, c'est motion sickness aussi. Donc, on voyait justement que dès qu'on voyait des alertes Google sur motion sickness, ça parlait de VR, on s'est dit, il y a quelque chose à faire. Et on était au fait que le mal de la réalité virtuelle était exactement la même chose que le mal des transports au niveau mécanisme. C'est une discordance des sens. Donc on s'est dit, il faut comme on va pas porter ses lunettes à l'intérieur d'un casque, les vieux casques peut-être ça pouvait marcher, aujourd'hui il n'y a plus la place. On a développé un système qui permet donc de resynchroniser l'œil et l'oreille interne en plaçant des écrans à l'intérieur de ce casque. Ce truc-là, on s'est dit, il faut qu'on aille le promouvoir auprès des acteurs majeurs de la VR, et les acteurs majeurs de la VR, ils sont tous aux États-Unis, principalement. Et donc, en tout cas, c'est là qu'il faut en parler, parce que c'est vraiment le centre névralgique de la tech. Donc, on y est allé parce que les régions en France amènent des délégations, font des appels d'offres et amènent des délégations en prenant en grande partie. C'est des appels d'offres? Oui, c'est des appels à projets, quoi, des appels à candidature. Des appels à candidature. Et ils prennent en partie 80% ou 90% de l'inscription. Alors après, c'est pas les frais, c'est l'inscription. Il faut quand même uniquement. payer son déplacement, payer voilà. c'est ce qui coûte le plus cher. L'inscription au salon, c'est pas ce qui coûte le plus cher, c'est tout ce qui est autour. Le billet d'avion et les hôtels. Tu peux rembourser au jeu, quoi. Les hôtels sont, voilà, si on est dans les bons hôtels. Les hôtels sont très chers. Je crois que c'est la semaine la plus chère de l'année à Las Vegas, c'est le CES. Et donc. C'est l'équivalent du Watches and Wonders à Genève. Ouais, chaque année, c'est le salon de la haute horlogerie. Et le prix des hôtels fait x4, x5. C'est hallucinant. Voilà, c'est ça. Pardon. Donc vous on y va en 2018 avec un prototype vraiment très prototype. Clairement, je pense qu'on est allé une année trop tôt. Mais on ne savait pas que c'était un truc qui allait être récurrent au niveau des régions, etc. Donc on s'est dit, il faut y aller, c'est le moment, on le teste. L'année suivante, on est bien mieux préparé. On a un prototype qui ressemble à quelque chose de durable, qui est beaucoup plus testé aussi. Et donc on le propose aux Innovation Awards et on gagne un prix lors de cette édition en 2019. Ça nous a donné beaucoup de visibilité. Il y a eu le CES sur l'Eureka Park en tout cas, qui est l'endroit réservé aux startups. L'Eureka Park. Ouais. C'est l'endroit réservé aux startups. Tu as le droit d'y être 2 années consécutives, pas plus. C'est un endroit où il y a un flux de personnes monstrueux. Tous les médias y passent. Et si t'es pas 3 sur le stand minimum, c'est très dur de survivre aux 4 jours du CES. C'est vraiment très très intense. Mais c'est clair que on a eu beaucoup de contacts professionnels et de retombées médiatiques. Il y a beaucoup de médias français qui ne voulaient pas forcément parler de nous quand on était en France, qui une fois à Las Vegas étaient très contents de nous trouver et de faire un papier sur nous. Donc si tu veux, tu vois, c'est un peu l'ambiguïté, le truc de partir à Las Vegas pour discuter avec le média qui est ton voisin en fait. Mais au moins il vient là. Voilà. Et puis encore une fois, retrouve, tu participes au CES, donc tu as été sélectionné entre guillemets. Maintenant, on n'y est pas retourné beaucoup par la suite parce que la VR est un marché en balbutiant, en tout cas en constante évolution. On en a beaucoup parlé l'année dernière avec le métaverse, etc. Et puis cette année, c'est l'intelligence artificielle qui a pris le dessus et on parle quasiment plus de métaverse. Alors que la VR a une vraie utilité, au niveau, pour les professionnels, les designers automobiles, les gens qui font de l'industrie, ils en ont besoin de la VR. C'est vraiment Serious gaming pour de la formation. Ouais, absolument. En formation, c'est monstrueux. L'impact est bien meilleur que dans une salle de classe. Donc, on n'y est pas retourné. On avait les contacts nécessaires. Pour l'instant, ça n'avance pas beaucoup. Mais nous, là, on se concentre principalement sur les lunettes parce que c'est ce qui nous... C'est votre métier, c'est votre promesse. Et puis, c'est ce qui nous rapporte de l'argent accessoirement, alors que pour l'instant, la VR, on est au début. Antoine, merci infiniment, c'était passionnant. Alors, en 2 mots, qu'est-ce que je te souhaite pour 2024 ?
Vous lancez une levée de fonds, pardon, je devrais dire ça. Pardon, c'est officiel ? Oui, absolument. Ok, super. Oui. L'épisode sort le 1er mars. Voilà. Vous lancez a Amis priori dans ces investisseurs, eaux-là. appelez-nous. Effectivement, on commence tout juste notre roadshow. On a finalisé nos documents pour aller présenter ça à des investisseurs. Donc l'idée, c'est de lever 500 000 euros et de faire ça sur la première moitié de l'année. L'objectif, c'est de lancer commercialement le modèle enfant et de pouvoir recruter une équipe, parce qu'aujourd'hui, on est 3 et on commence à être vraiment chargé. Et ensuite, de développer à fond la distribution et par la suite, de pouvoir continuer à innover à la fois sur les lunettes, sur la VR et sur un système qui s'appelle Boarding Light, dont on n'a pas pu parler, mais ça pourra faire l'objet d'un follow-up. Un catch-up. D'un catch-up, qui est en fait un système lumineux qu'on installe directement dans les véhicules, sous la forme de bandeaux lumineux, qui a le même principe que le liquide, sauf que c'est lumière qui bouge. Super teaser, on en parlera la prochaine fois. J'aimerais te poser une question, j'aimerais que tu me prennes pas mal. Il n'y a pas de problème. Ok. On me reproche parfois de faire un peu de link bait ou de titres accrocheurs. Ouais. 18 millions la première année. Tu vois. Et c'est vrai que je reçois souvent parfois des entrepreneurs du e-commerce qui ont des croissances fulgurantes les 2-3 premières années. Ils ne sont largement pas représentatifs de la majorité, de l'intégralité des commerçants et e-commerçants qui bataillent. C'est un sport de longue haleine, hein, ouais. l'entrepreneuriat. Et il faut du temps pour se trouver, pour trouver son marché, pour trouver le product market fit, pour trouver plein de choses. Ça va faire 8 ans, ça fait 8 ans. Ouais. Vous avez une histoire qui est tout à fait honorable, vous avez une belle recroissance depuis le Covid. Comment tu réagis à ça ? Est-ce que c'est normal que tu t'accroches ? Est-ce qu'il y a des moments où tu dis bon, c'est quand même un peu long Il y a des moments où c'est très dur et il y a des moments de doute, hein, ça, je te le cache pas. Le Covid a été un moment très compliqué. L'après-émission où on n'a pas eu les investissements, on s'est posé des questions aussi. On s'est clairement remis en selle cette année et là on est reparti pour comme au début au tout début de l'émission. Donc non, c'est une histoire qui est assez singulière, mais qui est largement pas la seule. Effectivement, on entend beaucoup parler des gens chez qui ça marche tout de suite, etc. Et comme tu l'as dit, c'est loin d'être représentatif. Oui, et puis parfois c'est dopé par des levées de fonds et énormément d'investissements. Voilà. J'ai eu un exemple récemment sur une start-up qui est en liquidation judiciaire après quelques semaines après être passée. Il y en a beaucoup aussi, voilà, qui lèvent trop vite, trop fort, trop tôt et qui du coup, ça tient et pas. oublier les fondamentaux. Et oublier les fondamentaux. Bon, moi, je suis bien placé pour dire ça parce que j'ai pas levé de fonds, mais on a beaucoup parlé des gens qui levaient des sommes incroyables dans les 3-4 dernières années. Et aujourd'hui, on revient un peu aux fondamentaux de un business. C'est un business qui marche, c'est un business qui génère du chiffre d'affaires et surtout du résultat. Et donc, je crois que j'avais lu ça sur LinkedIn, je sais plus qui est-ce qui parlait de ça, mais qui disait qu'aujourd'hui, il faut plus trop parler des licornes. C'est bien d'avoir des licornes, mais c'est pas forcément gage de réussite. En revanche, ce qu'on appelle les centurions, qui génèrent des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est eux qu'il faut mettre en avant parce que c'est ça le cœur du business, quoi. Antoine, merci infiniment, c'est une belle conclusion. Cher Centurion qui nous écoutait, Centurion, ça existe au féminin ? Non, hein, c'est moche. Centurion qui nous écoutait, faites-moi signe. Antoine, merci infiniment. Merci à toi. Plaisir d'enregistrer avec toi. Merci d'être venu de Toulon pour enregistrer. Avec plaisir. Et chers auditrices, chers auditeurs, n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter sur lepanier.io pour ne rater aucun épisode et avoir les dernières news. Marché, mais aussi des news des invités du panier. Et puis surtout, rendez-vous sur boardingglasses.com, boardingglasses.com, pour
acheter et découvrir le produit. Quand est-ce que ça sort Donc a priori l'épisode sort début mars. Quand est-ce que sortent à ton avis les lunettes on sera pas loin de la sortie. Peut-être qu'il faudra encore 1 ou 2 semaines après la sortie. Soyez patients. Avec un peu de chance, les lunettes seront en ligne. Sinon ça saurait tarder. Merci Antoine, merci à toutes, merci à tous. Salut.